Je n'aurais jamais pensé que la journée commencerait par un tel choc. D'habitude, je rentrais tard du travail, fatigué, l'esprit occupé par ce projet qui n'en finissait pas, par ces appels qui résonnaient dans ma tête, comme le son incessant d'une cloche. Mais ce jour-là, tout était différent. Quelque chose, au plus profond de moi, me murmurait que tout allait changer aujourd'hui. Je suis entré dans le hall de notre immeuble avec ma fatigue habituelle sur les épaules, mais mon cœur a commencé à se serrer étrangement. La porte de l'appartement était entr'ouverte, et j'ai entendu un rire. Un rire que je n'aurais jamais dû entendre chez nous. Mon cœur a manqué un battement tandis que j'ouvrais doucement la porte. J'ai d'abord vu des silhouettes floues, comme dans un brouillard, les silhouettes de deux personnes qui auraient dû être de mon côté, mais qui, au lieu de cela, me trahissaient de la plus vile des manières. Ma femme, la personne avec qui j'avais passé les plus belles années de ma vie, se tenait dans les bras de mon patron. Ses mains l'enlaçaient, et elle semblait parfaitement sereine. Comme si c'était naturel, comme si elle ne comprenait pas que chacun de ses gestes était un couteau planté dans mon cœur. Je suis resté figé. Pas un mot, seulement une rage froide et paralysante. Ma respiration est devenue saccadée, comme si mes poumons refusaient de fonctionner, comprenant toute la douleur que je ressentais. Je l'ai vu se pencher vers lui, j'ai vu ses lèvres effleurer sa joue dans un baiser doux, presque enjôleur. Mon cœur s'est contracté, et à l'intérieur, quelque chose s'est brisé, comme si j'avais perdu une partie de moi-même que je ne retrouverai jamais. Je me souviens être resté là, immobile, pendant un long moment. D'abord, il y a eu le choc, total et absolu. J'essayais de trouver ne serait-ce qu'une seule explication dans ma tête. Peut-être que je me trompais? Non, je ne me trompais pas. Chaque détail me criait la vérité. Leur corps était proche, leurs yeux brûlaient d'un secret qu'ils voulaient me cacher, mais j'en étais le témoin. J'avais vu ce que je n'aurais jamais voulu savoir. Ma femme a remarqué ma présence dans l'embrasure de la porte. Sur son visage est apparu ce même sourire suffisant que je n'avais vu auparavant que sur des photos d'inconnus, et non sur la femme que j'aimais. Dans son regard, il n'y avait aucune peur, seulement de l'assurance. Elle pensait que j'étais brisé, que je ne pourrais jamais rien faire. Mon patron, l'homme en qui j'avais confiance, semblait savourer l'instant, tel un prédateur jouant avec sa proie. Mais au lieu de crier ou de fuir, j'ai fait un pas en arrière. J'ai refermé la porte derrière moi si silencieusement qu'ils ne l'ont pas entendu. À l'intérieur, tout bouillonnait, la colère, l'humiliation, la douleur. Toutes ces émotions se sont mélangées en un cocktail brûlant et dangereux. Je ne pouvais pas agir sur le coup. C'était trop risqué. Je comprenais qu'une réaction impulsive pouvait tout détruire, leur plan, ma vie, et même moi-même. Je suis sorti dans la rue, et j'ai pris une grande inspiration d'air frais et nocturne. Il me brûlait les poumons, mais c'était préférable à rester à l'intérieur et regarder ma vie se transformer en une farce. En croisant des voisins, je souriais, comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, c'était un véritable brasier. Chaque pensée qui les concernait, mon patron et ma femme, se transformait en une stratégie, un plan, la carte d'une vengeance que j'allais commencer à élaborer d'une minute à l'autre. Dans ma tête, tous les moments de notre mariage défilaient, chaque matin où elle me souriait, chaque conversation sur l'avenir, chaque promesse qui, je le croyais, était sacrée. Et maintenant, tout cela s'avérait être un mensonge. Un mensonge qui me rongeait le cœur. Je prenais conscience qu'elle ne m'avait jamais aimé comme je l'aimais. Et mon patron, lui, avait utilisé ma confiance, mon professionnalisme, mon amitié, pour détruire ma vie personnelle de la manière la plus cynique qui soit. Je ne suis rentré à la maison qu'à la nuit tombée. Les pièces étaient vides, le silence pesait sur mes oreilles. Je me suis assis sur le canapé, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé la colère envahir chacune de mes cellules. Mais ce n'était pas seulement de la colère, c'était une décision. Je ne serai plus jamais une victime. Je ne me briserai pas. Je leur ferai ressentir la même chose que moi, la trahison, la peur, la perte de contrôle. Je serai patient, je serai rusé, je serai impitoyable. Et quand le moment viendra, leur vie sera mise sens dessus-dessous. Oui, pour l'instant, j'étais seul, brisé en apparence seulement, car à l'intérieur, une force commençait déjà à naître. Une force qui ferait de cette trahison mon arme et ma vengeance. Et je le savais avec certitude, ce n'était que le début. Ils ne savaient pas encore à qui ils avaient affaire, mais moi, je construisais déjà mon plan. Quelques jours seulement s'étaient écoulés,
mais il me semblait avoir vécu une vie entière entre cette soirée et le moment où elle est apparue. Je ne cherchais pas à la rencontrer, je n'échafaudais aucun plan. J'attendais, simplement, j'observais et je gardais le silence. C'est précisément dans ce silence qu'est née la première fissure dans leur assurance. L'appel est arrivé en fin de soirée. Le numéro était inconnu. La voix à l'autre bout du fil était calme, posée, presque froide. Elle s'est présentée comme la femme de mon patron et a dit que nous devions parler. Je préférerais ne pas. Non, que cela vous plaise ou non, c'est nécessaire. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant, un de ces endroits toujours calmes, même quand il y a du monde. Elle était assise près de la fenêtre, le dos parfaitement droit, avec cette expression que l'on voit chez les gens habitués depuis longtemps à maîtriser la situation. Sa beauté n'était pas ostentatoire, elle était dangereuse. Quand je me suis assis en face d'elle, elle m'a regardé attentivement, comme pour m'étudier, pour sonder la profondeur de ma douleur. Ni compassion, ni pitié, seulement de la compréhension. Elle a commencé sans préambule. Elle a dit qu'elle savait tout. Qu'elle le savait depuis longtemps, qu'elle savait comment son mari et ma femme s'amusaient de nous, nous croyant aveugles. Puis, elle a ajouté la phrase qui m'a fait le plus mal, ils pensent avoir gagné. À cet instant, j'ai compris, elle n'était pas une victime, elle était une joueuse. Tout comme moi, désormais. Elle m'a raconté comment, pendant des années, elle avait supporté l'humiliation, comment elle avait fermé les yeux pour préserver l'image, le statut, la tranquillité. Comment, chaque fois qu'il rentrait tard, elle savait parfaitement où il était et avec qui. Mais maintenant, tout avait changé. Sa liaison avec ma femme n'était plus, pour elle, une simple trahison. C'était une erreur fatale qu'elle comptait transformer en sa fin. J'écoutais en silence. Chacun de ces mots tombait sur un terrain déjà fertile en moi. Elle ne proposait pas de réconfort, elle proposait une issue. Ni larmes, ni scandale, ni crise de nerfs destructrice. Elle proposait un coup précis, chirurgical. Puis, elle s'est penchée vers moi et a prononcé cette phrase qui, un instant, m'a coupé le souffle. Elle a proposé une alliance. Pas une romance, ni une aventure passagère, mais une alliance entre deux personnes trahies par les mêmes individus. Nous pouvons laisser les choses en l'état, dit-elle, ou nous pouvons faire en sorte qu'ils perdent bien plus que ce qu'ils ont gagné. Elle parlait calmement, mais dans ses yeux brûlait une flamme vive, presque glaciale. Elle avait déjà commencé à agir. Les documents, les comptes, les virements cachés, les fautes professionnelles que seuls deux d'entre eux connaissaient, elle avait collecté tout cela pendant des années, patiemment, comme un chasseur qui ne se presse pas d'appuyer sur la gâchette. Mais il lui manquait une chose, un homme à l'intérieur du système. Moi. Elle savait ce que je faisais, quel rapport passait entre mes mains, quelle décision je préparais pour la signature de son mari. Elle savait qu'on me faisait confiance, et c'est précisément cette confiance qui allait devenir notre arme. Tu n'inventeras rien, dit-elle. Tu vas simplement les laisser faire ce qu'ils font toujours, commettre des erreurs par excès de confiance. À ce moment-là, j'ai compris. Refuser, c'était redevenir une victime. Accepter, c'était reprendre le contrôle. Je ne ressentais ni peur, ni doute, seulement une clarté absolue. Cette même clarté froide qui vous envahit quand vous n'avez plus rien à perdre. Nous nous sommes mis d'accord sur les règles. Aucune émotion en public, aucun geste brusque. Uniquement les faits, le temps et la précision. Elle m'a prévenu, quand tout commencerait, il n'y aurait plus de retour en arrière. J'ai répondu que je n'avais aucune envie de revenir en arrière. Quand nous sommes sortis du restaurant, la ville semblait différente. Les gens vaquaient à leurs occupations, ignorant que, tout près, un mécanisme venait d'être enclenché, un mécanisme qui allait broyer, lentement mais sûrement, deux existences. J'ai ressenti un étrange calme. Pour la première fois depuis cette fameuse soirée. À la maison, ma femme m'attendait. Elle souriait, posait des questions banales, jouait son rôle avec une telle assurance qu'avant, je l'aurais cru. Mais maintenant, je voyais chaque fausse note. Et je lui souriais en retour, non pas parce que j'avais pardonné, mais parce que je savais. Elle ne comprenait pas encore que son assurance était sa plus grande faiblesse. Allongé dans le noir, cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis longtemps, car la vengeance avait cessé d'être un rêve. Elle était devenue un plan, et ce plan était déjà en marche. À partir de ce moment,
ma vie est devenue un double jeu, et j'y excellais plus que jamais. Le jour, j'étais le même employé calme et fiable, à qui l'on confiait des décisions importantes et des données confidentielles. J'arrivais au bureau à l'heure, j'acquiesçais, j'accomplissais mes tâches, je plaisantais avec mes collègues. Mon patron me regardait avec sa suffisance habituelle, et même avec un léger mépris. Il était persuadé de me contrôler entièrement. Et c'est précisément cette certitude qui fut sa première erreur. J'ai commencé à remarquer des détails qui me paraissaient insignifiants auparavant. Des signatures apposées à la hâte, des décisions prises sans vérification, de l'argent qui transitait entre les comptes sous prétexte d'ajustement temporaire. Je n'inventais rien, je me contentais de constater la réalité. Chaque document, chaque conversation, chaque trace numérique était soigneusement classée dans un dossier invisible, auquel seul moi et elle, sa femme, avions accès. Nous ne communiquions presque jamais directement. Des messages courts, des formulations claires, aucune information superflue. Elle m'apprenait la patience. Ne te presse pas, écrivait-elle. Plus longtemps ils croiront que tout est sous contrôle, plus la chute sera douloureuse. Et je suivais cette règle à la lettre. Ma femme, pendant ce temps, changeait. Elle devenait plus audacieuse, plus impatiente, s'absentait de plus en plus souvent en donnant de moins en moins d'explications. Elle ne cachait plus son irritation, comme si elle me considérait déjà comme un homme vaincu. Parfois, elle me regardait avec une pitié froide, comme on regarde quelqu'un qu'il n'est plus nécessaire de respecter. Et chacun de ces regards ne faisait que renforcer ma détermination. Au bureau, mon patron a commencé à commettre des erreurs. Il se faisait trop confiance, il se délectait trop de son pouvoir secret. Je lui soumettais des rapports où les chiffres étaient exacts, mais présentés de telle manière qu'ils l'amenaient à de mauvaises conclusions. Il signait sans lire, se fiant à mon bilan jusqu'alors irréprochable, tandis que je me contentais de lui rappeler poliment les échéances et de soutenir ses décisions. En parallèle, j'ai commencé à influencer subtilement l'opinion de mes collègues. Rien de direct, aucune accusation. Juste des questions, des doutes, des phrases comme « C'est étrange que cette décision ait été prise si vite » ou « Vous êtes sûr que ce contrat est avantageux ?» Les gens ont commencé à y regarder de plus près. Le système, qui fonctionnait autrefois de manière automatique, commençait à grincer. Le plus difficile était de rester calme à la maison, de me coucher à côté de la femme qui m'avait trahi sans laisser transparaître la moindre émotion. Mais j'ai appris. Je suis devenu un miroir, froid, lisse, vide. C'est précisément cela qui a commencé à l'effrayer. Elle sentait qu'elle perdait le contrôle, sans comprendre pourquoi. Un soir, elle a tenté de me provoquer pour déclencher une dispute. Elle m'a parlé sèchement, m'a accusé, a insinué que je n'étais rien. Autrefois, de tels mots m'auraient anéanti. Désormais, je l'ai simplement regardée et j'ai dit calmement que j'étais fatigué et que je voulais dormir. Dans ses yeux, j'ai vu passer une lueur de peur. Elle avait compris, je ne réagissais plus. Au même moment, la femme de mon patron a porté son premier coup visible. Elle a commencé à agir sur le terrain juridique, mais si subtilement qu'il ne l'a pas remarqué tout de suite. Des vérifications, des requêtes, un audit. Tout cela ressemblait à une simple routine d'entreprise. Il était furieux, mais persuadé de s'en sortir. Après tout, j'étais là, la personne qui trouvait toujours une solution. Et j'en trouvais une, sauf que cette fois, ce n'était pas pour lui. Lorsqu'il m'a convoqué une nouvelle fois dans son bureau pour me demander, d'un ton agacé, ce qui se passait, j'ai calmement étalé les chiffres devant lui. Les vrais, sans aucun commentaire. Il les a regardés en fronçant les sourcils, ne comprenant pas comment les choses avaient pu aller si loin. J'ai vu, pour la première fois depuis longtemps, l'incertitude dans ses yeux. Ce soir-là, j'ai compris, le mécanisme était pleinement enclenché. Plus de retour en arrière possible. Ma femme et mon patron riaient encore, faisaient encore des projets, se croyaient encore plus malins que les autres. Mais leur monde s'était déjà fissuré. Simplement, ils n'avaient pas encore entendu le bruit. Je suis sorti du bureau plus tard que d'habitude, je me suis arrêté dans la ruée, pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de sourire. Non pas de joie, mais d'anticipation, car la vraie vengeance ne crie pas. Elle arrive en silence, et elle était désormais toute proche. Le dénouement n'est pas arrivé soudainement. Il a mûri, tel un fruit qui se gorge de jus longtemps, avant de tomber et de s'écraser.
Le matin de ce jour-là a commencé comme d'habitude. Je buvais mon café, j'écoutais ma femme parler au téléphone à voix basse, et je voyais sa main trembler. Elle sentait déjà que quelque chose n'allait pas, elle ne savait juste pas encore quoi. Au bureau, l'atmosphère était tendue. Les gens échangeaient des regards, s'efforçaient de parler plus bas. L'enquête, qui avait commencé comme une simple routine, avait pris une ampleur inattendue. Des documents que personne n'avait touchés depuis des années refaisaient surface les uns après les autres. Des contrats signés en violation des règles. De l'argent qui disparaissait pour réapparaître trop tard. Mon patron arpentait les couloirs avec un visage de pierre, mais je voyais bien qu'à l'intérieur, il paniquait. Il m'a de nouveau convoqué. Cette fois, sans arrogance, sans sourire. Il parlait vite, de manière décousue, me demandant si l'on pouvait encore faire quelque chose. Je l'ai regardé et, pour la première fois, je n'ai pas vu un prédateur, mais une bête traquée. J'ai dit la vérité, il est trop tard. Tous les chiffres sont confirmés. Toutes les pistes mènent à vous. Et surtout, tout cela a été enregistré non pas par moi, mais par le système. Le jour même, sa femme a porté le coup de grâce. Elle a transmis les documents là où il ne pouvait plus les atteindre. Légalement, proprement, sans émotion ni scandale. Il l'a appris le soir, en rentrant chez lui. Leur conversation fut brève. Elle n'a pas crié, elle a simplement dit qu'elle ne le couvrirait plus. Et elle est partie, le laissant seul avec le silence et la peur. Ma femme l'a appris presque en même temps. D'abord des rumeurs, puis les nouvelles, puis la notification officielle. Elle tournait en rond dans l'appartement, téléphonait, envoyait des messages, exigeait des explications. Quand elle a compris qu'il ne répondait plus, elle s'est tournée vers moi. Dans ses yeux, il y avait tout, la colère, la panique, le désespoir. Elle m'a demandé si je savais. Je n'ai pas menti. J'ai dit « oui ». Cet instant fut à la fois le plus silencieux et le plus assourdissant. Elle a crié, m'a accusé, m'a traité de monstre. Elle a dit que j'avais détruit sa vie. Je l'écoutais calmement, car la vérité était simple. C'est elle qui l'avait détruite. Je n'avais fait que permettre aux conséquences de la rattraper. Le lendemain, mon patron a été suspendu. Une semaine plus tard, il était licencié. Puis ont commencé les enquêtes, les procès, les mentions dans la presse. Son nom a disparu des cercles où il était autrefois prononcé avec respect. Son téléphone est devenu silencieux, ses amis ont disparu. Son pouvoir s'est effrité comme de la poussière. Ma femme s'est retrouvée seule, sans lui, sans certitude, sans l'avenir qu'elle s'était imaginé. Elle a essayé de me récupérer, a parlé d'amour, d'erreur, d'une seconde chance. Je la regardais et je ne ressentais rien, ni haine, ni douleur. Juste le vide. Et pour elle, c'était pire que n'importe quel cri. Je suis parti tranquillement, sans faire de scène, en emportant seulement ce qui m'appartenait. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'il avait presque tout perdu, sa réputation, son argent, sa famille. Elle, quant à elle, avait perdu son travail, le respect des autres, ses soutiens. Ils n'étaient plus ensemble. Leur alliance, bâtie sur la trahison, n'avait pas résisté à la lumière. J'ai recommencé ma vie, sans bruit, sans chercher à m'expliquer. Je ne suis pas devenu un vainqueur aux yeux des autres, mais je suis devenu libre à mes propres yeux. Parfois, la vengeance ne consiste pas à détruire, mais à laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres actes, et à s'en aller sans se retourner. Et c'est précisément cela qui s'est avéré être la fin la plus cruelle, et la plus juste.